refondre en profondeur le système national de santé. Voilà. Ces quelques mots, ce sont des mots forts, prononcés lors du discours royal de 2018, et ils ont vraiment donné le coup d'envoi d'une transformation immense. Le constat, il était sans appel. Le système de santé marocain avait besoin d'un vrai changement, d'un changement radical. Eh bien, cette transformation, aujourd'hui, elle porte un nom. C'est la loi 822. C'est elle, le cadre légal qui orchestre toute cette refonte. C'est une sorte de nouvelle architecture pour la santé au Maroc. Alors, pour bien comprendre les enjeux de cette loi, voici un peu notre feuille de route. D'abord, on va se demander pourquoi cette réforme était-elle si nécessaire. Ensuite, on va zoomer sur la pièce maîtresse du dispositif, le GST. Après ça, on verra qui est aux commandes, ce que ça change pour les professionnels de santé et bien sûr, la question finale, quel impact sur les soins. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Première section, une réforme sanitaire nécessaire. On va regarder ensemble les raisons profondes qui ont mené à cette loi. En fait, il y a eu 3 grands moteurs. D'abord, cet appel très direct du discours royal de 2018, on en a parlé. Mais il y a aussi la Constitution de 2011 qui ancre noir sur blanc le droit à la santé pour tout le monde. Et puis, plus récemment, le nouveau modèle de développement qui a vraiment mis le doigt sur l'urgence de réduire les inégalités entre les régions en matière de santé. Quand on met ces 3 éléments ensemble, on comprend que le changement était devenu inévitable. Bon, passons maintenant à ce qui est vraiment la clé de voûte de cette nouvelle structure. Section 2, le GST. C'est la nouvelle architecture. Mais qu'est-ce qui se cache au juste derrière cet acronyme ? Alors, un GST, ou Groupement Sanitaire Territorial, c'est la nouvelle entité qui va piloter la santé à l'échelle d'une région. C'est un établissement public, oui, mais avec une caractéristique absolument essentielle, il est autonome financièrement et il a sa propre personnalité morale. On pourrait dire que c'est le nouveau manager régional de la santé publique. Et attention, son périmètre d'action est très très large. Le GST va chapeauter tous les hôpitaux et tous les centres de santé publics de sa région. Les seules exceptions, c'est pour les établissements militaires et quelques autres cas très particuliers. L'objectif, il est limpide, unifier la gestion de l'offre de soins sur tout un territoire. Concrètement, qu'est-ce que ça fait un GST ? Bon, sa première mission, c'est évidemment le cœur du métier, les soins. Le GST est responsable de A à Z, du diagnostic au traitement et même jusqu'à la réadaptation du patient. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le GST ne fait pas que guérir. Sa deuxième mission, c'est d'être proactif. C'est la santé publique. Il doit donc faire de la prévention, de la promotion de la santé, de la surveillance. C'est un vrai changement de paradigme, vous voyez. On passe d'une logique où on attend que la maladie arrive à une logique où on essaie de l'anticiper. Troisième mission, et elle est tournée vers l'avenir, c'est la formation. Le GST devient un acteur majeur de la formation pratique pour les futurs médecins et infirmiers, mais aussi de la formation continue pour ceux qui sont déjà en poste. C'est super important ça, parce que ça veut dire que l'amélioration des compétences se fait au plus près des besoins du terrain. Et enfin, la quatrième et dernière mission, elle vise l'excellence. C'est la recherche et l'innovation. L'idée, c'est que les GST deviennent des pôles d'expertise. Ça casse un peu avec un modèle qui était souvent très centralisé. On veut stimuler l'innovation directement dans les régions pour que le système de santé s'améliore tout le temps. Donc on a cette nouvelle entité puissante avec beaucoup de missions. La question qui vient tout de suite, c'est « mais qui dirige tout ça ?» C'est le sujet de notre troisième section, qui est aux commandes. La gouvernance, elle repose sur une structure à 2 têtes. D'un côté, on a un conseil d'administration qui va définir la grande stratégie. Et de l'autre, on a un directeur général qui, lui, est sur le terrain responsable de la gestion tous les jours. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qui est assis autour de la table de ce conseil d'administration. Il y a de tout. Des gens de l'État, des élus locaux, des universitaires, les patrons de l'assurance maladie et même des représentants du personnel. L'idée, c'est d'avoir une gouvernance qui représente vraiment tout l'écosystème de la santé. Et l'argent, il vient d'où ? C'est assez simple en fait. Les ressources, c'est d'abord l'argent qui vient des activités de soins, puis les subventions de l'État et d'autres choses comme les dons. Et cet argent sert à quoi ? Eh bien, aux dépenses d'investissement, construire un nouvel hôpital par exemple, et aux dépenses de fonctionnement, comme les salaires ou l'achat de matériel. Bon, une si grande réorganisation, ça a forcément un impact sur les gens qui sont en première ligne. On attaque donc notre 4e partie, le statut des professionnels. Qu'est-ce qui change pour les soignants ? Alors, le processus a été pensé en 4 étapes très claires. D'abord, le transfert est automatique. Tout le personnel des CHU et des services de santé de la région est rattaché au GST. Ensuite, deuxième étape, l'intégration. Tout ce monde est intégré dans un nouveau statut qui est le même pour tous au sein du GST. Troisième point, et c'est crucial, la garantie des acquis. La loi dit que la nouvelle situation ne peut jamais être moins bonne que l'ancienne. C'est une sécurité importante. Et enfin, 4e point pour assurer, la retraite. Les agents gardent leur affiliation à leur régime de retraite, rien ne change de ce côté-là. On arrive maintenant au but de toute cette manœuvre. Notre 5e et dernière section, quel impact sur les soins ? Finalement, qu'est-ce qu'on peut en attendre en tant que patient ? La liste des bénéfices attendus, elle est longue et elle est ambitieuse.
En gros, ça veut dire une meilleure gestion, plus proche des réalités du terrain, et une mutualisation des moyens pour être plus efficace. Les hôpitaux devraient aussi avoir plus d'autonomie, la coordination entre eux sera meilleure, et ça ouvre la porte à des projets géniaux comme le dossier médical partagé pour chaque citoyen, ou encore des partenariats plus fluides entre le public et le privé. Pour résumer, la loi 822, elle redessine complètement la carte de la santé au Maroc. On passe d'une gestion très centralisée à une gouvernance régionale intégrée. C'est un pari audacieux. Et donc la question qui reste ouverte, c'est celle-ci. Est-ce que cette réforme, qui est si ambitieuse sur le papier, tiendra toutes ses promesses pour améliorer concrètement la santé de toutes et tous? Seul l'avenir nous le dira.